Magnifique. Merci beaucoup. Ben, je vous remercie à tous d'être aussi nombreux dans cette toute petite salle à cette présentation avec un titre extrêmement prétentieux. Je ne sais pas du tout combien de... Ah, je vais mettre le chronomètre. Pardon. Je suis très professionnel comme présentateur. Merci. Donc avant, je vais me présenter. Je m'appelle Xavier Van de Oosteng. Je travaille dans une entreprise qui s'appelle The Edge, où on travaille sur des systèmes de réservation liés à l'hôtellerie. J'ai un site web dont l'adresse est xvw.lol, qui est un super nom de domaine. Au début, je voulais mettre .adulte, mais on m'a dit que c'était une mauvaise idée. Donc j'utilise essentiellement Twitter et Mastodon. J'ai un GitHub, et alors je m'occupe d'un meetup qui s'appelle Lambda Nantes, et je profite d'avoir autant de personnes pour faire de la promotion. On recrute sans arrêt des speakers qu'on ne défraie pas. Et donc si jamais les langages applicatifs et les systèmes de type vous intéressent, ben vous êtes les bienvenus. Ce qui, par extension, indique que j'adore la programmation fonctionnelle et les systèmes de type en règle générale, surtout quand ils sont impératifs avec un modèle objet élégant qui s'incarne en un seul langage qui s'appelle OCaml. Et alors on pourrait se demander pourquoi quelqu'un qui travaille dans une entreprise qui travaille sur les services hospitaliers s'intéresse à la blockchain. Mais parce qu'avant j'ai travaillé pendant 1 an et demi sur une blockchain qui s'appelle Tezos, où je travaillais essentiellement sur le protocole. Et donc maintenant je vais... Ah oui, donc à la base Tezos est écrit en OCaml. Donc c'était juste pour faire du camel que j'ai rejoint cette entreprise. J'avais absolument aucune conviction sur la blockchain, et ce qui m'intéressait c'était le fait que ça payait extrêmement bien pour utiliser le meilleur langage du monde, ce qui me semble être une raison suffisante pour mettre ses convictions de côté et faire du camel. Et en fait, en travaillant pendant 1 an et demi là-dessus, j'ai trouvé ça très très rigolo. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un domaine amusant et intéressant, au-delà de camel. Et donc, j'ai soumis un peu cette présentation, donc, qui a vraiment un titre très très prétentieux, parce que je ne sais pas très très bien ce que veut dire le no bullshit, dans le sens où je pense que c'est quand même quelque chose d'extrêmement local et de personnel. Moi, j'entends plein de gens qui me disent « Ah, ben, les gens suivent la hype, on a des discours marketing qui sont très bullshit », alors que pour moi, ben, le bullshit peut s'incarner dans des langages très mainstream comme Go, JavaScript. Et je serais ravi d'en discuter de manière conflictuelle avec vous après, parce que j'aime bien le conflit. Voilà. Alors, non, c'est évidemment une plaisanterie, hein. Je n'ai pas de jugement sur les langages, l'important c'est ce que les gens en font. Alors, pourquoi cette présentation ? C'est la première fois que je faisais des slides avec Google Slides, qui est un truc pas libre et pas très agréable, mais c'était pour avoir la garantie que ça se mettrait bien sur tous les devices, parce que je m'attendais à ce que mon ordinateur ne fonctionne pas pour diffuser les slides. Et donc en fait, quand on parle de blockchain, on a vraiment des gens qui, parce que le Web 3 est censé être une itération du Web propulsée par la blockchain, on verra après que c'est potentiellement pas vrai. Pas la peine de lire le texte que j'ai mis là-dedans, parce que c'est juste en général le blabla des crypto-bros qu'on peut voir sur Internet. Twitter est devenu un terrain absolument insupportable pour avoir une opinion, on va dire, normalisée et potentiellement objective de ce que sont les blockchains. Et donc on a des gens qui nous prétendent que le Bitcoin réussira à rendre des services financiers accessibles dans des pays qui n'y ont pas accès, que ce sera l'ouverture vers la transparence financière, etc. Et très souvent, quand on s'intéresse aux crypto-monnaies et aux blockchains, on se rend compte que c'est totalement faux. C'est pour ça qu'on les appelle les crypto-bros. C'est le futur, Berk, les monnaies fiat, tout ça c'est nul. Vive la décentralisation, ce qui est un point intéressant. Et puis après, on a les anti-crypto-bros qui expliquent qu'il y a des problèmes qui sont liés à la légalité, que c'est très compliqué. Ils vont souvent parler d'écologie avec des arguments qui sont parfois recevables et parfois fallacieux, de blanchiment d'argent, expliquer qu'on ne peut pas se passer des monnaies fiat, etc. Et puis après, ils vont mettre en avant le bullshit, d'où l'intérêt de cette présentation, même si le bullshit, on va voir des deux côtés du prisme, du dark web, et puis après, on va parler de NFT de singes et de spéculation. Et alors, juste pour ma défense, j'aime bien la perspective de gagner de l'argent rapidement, mais je ne suis pas du tout un expert en spéculation. Donc par pitié, ne me demandez pas de conseils d'investissement parce qu'ils seront toujours mauvais. Je vois toujours investissez dans Tezos, qui était à l'époque où j'en ai acheté à $1,2, maintenant est à 60 centimes. Mais au moins ça a le mérite de financer le développement d'OCaml, donc c'est ma forme de spéculation à moi, investir sur des langages. Et donc la partie de gauche, on l'appelle les crypto-bros, enfin de gauche... Oui, non, de gauche. On l'appelle les crypto-bros. Et les autres, alors moi je les ai appelés les détracteurs, mais en fait ils n'ont pas de nom. Cette espèce de masse qui lutte contre les crypto-bros. Et donc je pense qu'on peut les mettre tous ensemble et essayer d'avoir une vision qui est un peu plus nuancée. J'ai dit nuance, mais c'est parce que je ne savais pas comment faire un accent majuscule. Donc en gros, une grande partie des arguments contre les blockchains sont débunkables. Ça c'est indéniable. Il y en a plein qui sont recevables, mais il y en a une partie qui est débunkable. Alors moi je pense que c'est une évolution, alors pas dans le sens positif ou négatif, hein, c'est juste une évolution des manières de concevoir des applications. Alors c'est rigolo, et ça c'est quand même un point qui est intéressant. Je sais pas, est-ce que tout le monde fait de l'ingénierie logicielle dans la pièce, parce qu'il y a des gens qui font pas du tout ça?
on va dire une grande partie, même si personnellement, mais c'est trop drôle de faire des trucs qui sont rigolos en fait. Hein. Je pense qu'on oublie souvent le côté fun, et donc s'intéresser au Web3, c'est rigolo. Et puis après, il reste plein de questions qui sont suspens. Et donc ça, c'est relativement difficile de tenter de parler de Web3 en occultant complètement l'aspect légal et le statu quo qu'on a sur la juridiction des crypto-monnaies. Moi, je vais en parler sans bullshit, donc je ne vais pas parler de droit. Non pas que le droit soit du bullshit, mais que l'interprétation que je donnerais du droit serait complètement à côté de la plaque, puisque je ne suis pas juriste. J'ai continué à mettre des petites flèches. Hein. En général, les gens confondent souvent anti-blockchain avec anti-bitcoin, parce que très souvent, les arguments qui sont en rapport avec les crypto-monnaies ne fonctionnent qu'avec Bitcoin. L'aspect spéculatif, bah oui, effectivement, la spéculation, c'est pas cool, et je parlais tout à l'heure de NFT de singes, et les gens vont dire, ah, c'est quand même la preuve que c'est n'importe quoi, parce que des gens spéculent et des gens font n'importe quoi. Bon, ça c'est mon avis, les gens peuvent ne pas être d'accord avec moi, hein, mais je pense qu'il y a suffisamment de guerre dans le monde pour de l'eau potable, et pourtant on n'est pas en train de dire qu'il faudra interdire l'eau potable. Sinon l'humanité serait plus très pérenne. L'aspect écologique, ben, une fois de plus, il est vrai dans certains cas, et pas tout à fait, hein, parce que quand on parle de la preuve de travail avec Bitcoin, les gens expliquent que oui, c'est vraiment un gouffre écologique, etc. Mais alors, je pense que si on considère que le Bitcoin est devenu une valeur, eh ben, qu'on le met en parallèle avec l'extraction de l'or, ben là, les coûts du proof of work deviennent extrêmement négligeables. Et puis le temps de finalité, qui est le point qu'on verra un peu plus techniquement dans la suite de la présentation, qui est soi-disant trop grand pour pouvoir faire des applications réelles, et ça aussi, on a des solutions. Alors, l'évolution, ben là, je dis que ça implique vraiment, de la même manière que le cloud ou la programmation distribuée introduit des modifications d'ignomes dans la manière de concevoir, que ce soit des applications d'un point de vue back-end ou front-end, eh ben, je pense que la décentralisation et d'une certaine manière la fédération introduisent aussi des changements dans la manière de construire des applications. Et ça, c'est trop rigolo parce qu'on fait de l'informatique pour évoluer tout le temps, même si on se rend compte que les plus grands langages de programmation sont sortis dans les années 90. J'ai rien dit pour c'est rigolo parce qu'il n'y a pas besoin d'argumenter sur le fait que c'est rigolo. Et alors, ouais, bah, la partie question suspendue, ça va être le contexte légal, qui, je pense, n'est pas à prendre en compte quand on décide de faire des DApp, des applications Web3 pour le plaisir. Et puis, de toute manière, comme toute approche, entre guillemets, innovante technologiquement, on a très souvent un statu quo en émergence de technologie, et ça nécessite des conversations, et je pense qu'elles seront amusantes et intéressantes quand elles seront sereines, et surtout avec, on va dire, une collection d'informations qui est suffisante pour débattre de manière éclairée. Mais actuellement, il me semble que je l'ai mis, ouais, voilà, il y a beaucoup de discussions en Europe qui seront entièrement plagiées par le modèle américain pour justement donner un contexte légiférable aux crypto-monnaies. Alors, j'ai un petit plan, donc on va commencer par la blockchain dans les grandes lignes. Le problème, c'est qu'on peut parler de blockchain, je pense, de manière très intéressante. Après, je suis biaisé comme j'ai travaillé sur Tezos, et ça peut prendre énormément de temps, et je n'ai qu'une heure. Donc, je vais vraiment en parler dans les grandes lignes pour qu'on essaye de comprendre quel est le contexte et qu'est-ce que ça peut apporter. Puis après, on va voir les différentes évolutions du web, parce qu'on a une sorte d'imaginaire qui nous prétend qu'on a eu le web 1, le web 2, et que maintenant on est en train d'arriver au web 3. Après, je vais râler sur les GAFAM, parce que je pense que toute présentation est une occasion pour dire du mal d'industries centralisantes qui appauvrissent le monde et qui nous enferment dans des services, et c'est très paradoxal que je dise ça alors que j'ai fait mes slides avec Google Doc. Après, je vais un peu parler de l'IA, mais de manière très très simple, parce que j'ai vu que c'était quand même extrêmement tendance. Et donc, l'avantage d'avoir fait mes slides beaucoup trop tard, c'est que j'ai pu voir le programme. Et donc, je vais parler de l'IA, mais ce sera, à mon avis, une ou deux phrases, hein, juste pour suivre la hype. Puis après, on va avoir une véritable approximation du Web3 et essayer de comprendre ce que c'est. Puis après, je vais donner un exemple de DAO, donc une organisation décentralisée, par l'exemple. Donc, je ne vais pas montrer de code et je ne vais pas du tout montrer d'interface graphique. Je vais juste expliquer une petite DAO qu'on n'a toujours pas déployée, mais qu'on a développée, et de voir comment on peut concevoir des applications hybrides juste en ayant un bon raisonnement sur comment ne pas exclure les gens qui n'ont pas de wallet ou des choses comme ça. Et puis, je conclurai. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'être là et on va pouvoir commencer. Donc, alors, il y a beaucoup de définitions de la blockchain et généralement, l'approche de la blockchain qui est la plus acceptée, c'est de considérer qu'on a un livre de compte public qui est distribué et qui séquence des blocs de transactions. Alors, j'ai mis le public en gris parce qu'on peut avoir des blockchains privées. Il y a eu entre Bitcoin et maintenant, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et donc, ce que ça implique, c'est que chaque utilisateur va transférer ses transactions au travers d'un nœud qui est une sorte d'agent dans un système distribué. Et donc, c'est ce nœud qui va valider la cohérence de la transaction par rapport à un état connu, qui est la chaîne que l'on connaît.
Et les nœuds peuvent se partager des informations. Donc, en fonction de la blockchain, elle utilise des protocoles différents. Dans le cas de Tezos et Ethereum, c'est un protocole qu'on appelle le protocole Gossip. Donc là, j'ai mis ce que je vais considérer comme étant un pré-bloc, donc un bloc en construction. On en a 2 ici. Et par le biais de nœuds, on peut envoyer des transactions. Et j'ai mis une petite flèche entre les deux qui indique que parfois, ils peuvent communiquer. Okay. Mais alors, comme dans tout système distribué classique, parce que on pense souvent que les blockchains sont les premières à avoir mis en avant des systèmes de consensus. Je pense que les blockchains sont les premiers à avoir discuté sur les systèmes de consensus, mais dans tout système distribué, on a besoin d'un consensus, que ce soit Paxos ou Raft. Et dans le cas des blockchains, il en fallait un. Et il en fallait un qui avait des incitations très fortes, puisqu'a priori, le système distribué est public. Et donc, on a eu on va dire une collection de systèmes de consensus qu'on appelle des consensus Nakamoto, en hommage au nom du au nom du présumé créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, et qui consiste en fait à juste garantir l'intégrité d'un bloc avant de l'intégrer. Alors, pour que ce soit possible, ça repose sur... Alors, les gens parlent de modèles de cryptographie, moi je pense que ce sont plus des structures de données accumulées. Il y a évidemment la cryptographie qui intervient dans le cadre des signatures, etc., mais globalement, on a des structures de données accumulées, et les blockchains les plus populaires reposent sur des arbres de Merkle et des listes de Merkle, donc qui consistent juste à construire des états sur base du hash d'un état précédent, ce qui indique que si on enlève un seul élément et qu'on essaie de le modifier, ça va violer de manière très très factuelle l'intégralité du réseau de blocs. Et donc cet algorithme de consensus, donc on en a alors, plusieurs. Alors, le terme algorithme de consensus c'est compliqué parce que très souvent on parle d'algorithme de consensus avec l'idée derrière la stratégie de consensus qu'on peut avoir. Donc là, j'en ai mis 3, donc pour le proof of work, qui est le plus connu, où on demande aux gens de faire quelque chose de compliqué, un puzzle cryptographique qui a été inspiré par la lutte anti-spam. Et donc on demande juste à des gens de faire quelque chose de laborieux pour éviter justement de saturer le réseau, et qui n'a aucun intérêt en fait économique à violer la chaîne. Il y a le proof of stake. Alors le proof of stake, c'est la preuve d'enjeu. On considère juste que des gens ont suffisamment d'enjeux pour être des validateurs recevables, des validateurs acceptables pour construire le bloc suivant. Et puis après, on a un calendrier cryptographique qui permet d'établir les personnes qui vont construire le bloc suivant et les récompenses en fonction de ça. Et alors le liquid proof of stake, qui est un peu comme le proof of stake classique, sauf qu'on permet à des gens qui n'ont pas la capacité de rentrer dans la fabrication des blocs parce qu'ils n'ont pas suffisamment de stake, de déléguer leurs jetons, leurs cryptoactifs à des gens qui vont augmenter leur poids et qui vont permettre d'être plus souvent élus pour construire des blocs, et les gains sont répartis en fonction des gens qui participent. Historiquement, les 2 plus grosses blockchains, donc Bitcoin et Ethereum, étaient toutes 2 proof of work. Récemment, Ethereum a migré pour passer à du proof of stake. Ils ont appelé ça The Merge. Puis après, il y a des blockchains un peu plus intelligentes qui ont introduit directement dans leur logique, dans leur protocole, le fait de pouvoir intégrer des mutations de protocole. Et donc, par exemple, quand Ethereum a fait une énorme fête pour dire on a réussi à merger, dans l'écosystème Tezos, en fait, on le faisait tous les 3 mois depuis 5 ans, donc ça fait partie du protocole, ce qui fait qu'on n'est pas enfermé dans une contrainte technologique et qu'on peut permettre à des acteurs de voter on-chain les modifications qu'on veut dans la chaîne, ce qui permet d'avoir des évolutions qui sont quand même non négligeables. Donc oui, je mets qu'il y a des subtilités parce que c'est pour ça que je distingue en fait la stratégie de consensus avec l'algorithme de consensus. Et l'algorithme de consensus, il y a plusieurs subtilités. Par exemple, récemment, on a beaucoup entendu parler de Tendermint, qui est utilisé pour la chaîne Cosmos, par exemple. Et dans Tezos, on utilise une sorte de variation de Tendermint qui s'appelle Tenderbake et qui permet de garantir une finalité de maximum de blocs, parce que quand on a un système distribué, on peut construire des fragments de chaîne, et quand on intègre ces fragments de chaîne dans la chaîne complète, on peut avoir besoin parfois de réorganiser la chaîne parce qu'on s'est rendu compte que l'état qu'on était en train de suivre n'était pas le bon. Et Tenderbake garantit qu'on aura un maximum de blocs de réorganiser. C'est quand même une garantie assez forte quand on commence à essayer de construire des applications là-dessus, puisqu'en général, dans Bitcoin, on considère qu'on a un nouveau bloc toutes les 10 minutes, il me semble. Dans Ethereum, c'est entre 7 et 8 secondes, et dans Tezos, c'est toutes les 15 secondes. Donc là, j'ai fait un petit schéma très clair où on montre que le bloc qu'on a construit et qu'on a décidé de miner va rejoindre la chaîne. Et ça implique un temps de finalité. Parce que dès qu'on a un consensus, il faut un temps de finalité. J'ai parlé de 15 secondes pour Tezos. Ce temps de finalité, il a l'air dramatique et catastrophique. Parce que c'est vrai que ça permet de faire une analogie avec une blockchain. Une blockchain, c'est une base de données qui est juste extrêmement lente. Et donc, je reviens justement d'une présentation sur MongoDB qui a quand même l'assurance de performance incroyable. Nous, on peut enregistrer des batchs de quelques kilooctets toutes les 15 secondes, ce qui est quand même une performance discutable quand on essaye de faire de la programmation à haute performance. Mais on verra que c'est pas tout à fait un problème, parce que déjà, quand on connaît cette finalité, on peut raisonner, on peut créer l'incidence sur l'expérience utilisateur qui fait qu'on s'en rend compte. Et puis surtout, on a des stratégies d'amélioration.
Ah oui, voilà, je me répète. Ce qui est drôle, c'est quand on construit on construit une application front-end et qu'on décide de reposer directement sur la chaîne au travers d'un ERPC, par exemple, eh ben, on applique en fait des idiomes qui sont très très proches de la consistance éventuelle, puisque on envoie une transaction et peut-être qu'elle sera inclue ou pas. Donc dans le cas de Tezos, on a une réorganisation de maximum de blocs, c'est très simple, on attend 2 blocs et puis on voit ce qui se passe. Mais ça implique très souvent une répercussion visuelle. Donc par exemple, on pourrait considérer que les choses sont visuellement différentes tant qu'elles n'ont pas été intégrées, et plutôt que de modifier la balance, parce que bon, beaucoup de gens, quand ils font une application sur la blockchain, mettent la balance apparente en disant, ben voilà, vous avez tel nombre de jetons, ça semble être absolument infâme, puisque j'ai pas du tout envie que les gens voient combien j'ai sur mon wallet quand je suis en train d'utiliser une application, mais bon, ça ouvre le débat sur l'expansion. Et donc, le fait de plutôt que de dire, ben voilà, j'ai fait une transaction qui m'impliquera la perte de 15 Tezos, par exemple, mais plutôt que de modifier directement la balance, juste avoir une petite flèche qui indique ce qu'il va probablement se passer dans les 30 prochaines secondes, et puis une fois qu'on a le hash qui garantit que notre opération a été inclue, ben là on peut vraiment modifier la balance. Donc c'est des idiomes qui ressemblent très fort à la consistance éventuelle, et je trouve ça assez sympa. Et voilà, comme dans tout système distribué, hein. Des gens qui s'amusent à broadcaster des messages avec le command pattern et Kafka, ben on a aussi l'habitude de se dire que quand on est dans des topics différents, ben il est potentiellement dur de savoir si les informations sont correctes. Parfois, quand on fait des applications à destination de développeurs, on s'en fiche, parce qu'un développeur a l'habitude d'actualiser la page quand tout ne semble pas cohérent, mais quand on le fait pour des utilisateurs qui en plus manipulent des assets financiers, ben, c'est quand même bien d'avoir des indices visuels. Depuis Ethereum, les nœuds, alors je dis Ethereum parce qu'il me semble que c'est la première, mais j'en sais pas grand chose en fait, hein, parce que l'histoire des blockchains n'est pas un sujet intéressant quand on s'intéresse à toutes les étapes intermédiaires de mon point de vue. Mais depuis Ethereum, les nœuds peuvent exécuter des smart contracts. Et j'ai dit certaines chaînes peuvent évoluer dans le temps, c'est le cas de Cardano, il me semble, Solana et Tezos. Et donc l'exécution d'un smart contract, c'est juste on a un programme qui est sur la chaîne et on peut appeler certaines fonctions qui sont exposées par ce programme. Et donc, en gros, les nœuds deviennent des véritables machines virtuelles. Je pense que moi, j'avais une idée très précise de ce qu'était un smart contract qui était complètement fausse avant de travailler sur une blockchain. Donc, je vais essayer de décrire ce que c'est qu'un smart contract. Alors, j'ai un biais qui est très thésosien, mais qui en fait peut s'appliquer à beaucoup de blockchains. Un smart contract, c'est juste 4 composants. Donc, on a une adresse, comme si c'était un utilisateur de la chaîne classique. Et donc ça, c'est un point intéressant. Je parlais de liquid proof of stake tout à l'heure. C'est-à-dire que les smart contracts peuvent staker de l'argent et le déléguer aussi, ce qui permet, dans le cas de certaines applications, de répartir des coûts d'infrastructure. Une balance, donc elle démarre à 0, et puis après on peut l'approvisionner d'argent. Un storage, donc là on a la capacité d'exprimer une structure de données arbitraire qui va être persistée au fur et à mesure des blocs et qui est scopée par chaque contrat. Et alors un script d'exécution. Alors c'est un point qui est assez polémique, parce que bon, quand on travaille sur une blockchain, on échange avec les autres développeurs de blockchain pour savoir qui est le plus intelligent et qui est le plus beau. Il y a des arguments qui sont très forts qui sont, moi mon jeton il vaut 22 $, le tien en vaut 0,6, donc c'est qu'objectivement la mienne est la mieux, mais j'ai été je me suis matelassé de tout ça puisque je fais du camel, je considère que c'est le meilleur langage du monde et il est utilisé par 15 personnes. Donc pour moi, la valeur monétaire d'un jeton n'indique pas la qualité d'une blockchain. Et donc on compare souvent nos langages de smart contract, on compare souvent leur expressivité. Et il y a une sorte de fantasme dans le monde des langages de smart contract qui vise à dire un langage de smart contract, ça doit être un langage qui est Turing complet, parce que c'est nécessaire. Et là, c'est très amusant de se rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout nécessaire, c'est juste que c'est beaucoup plus facile de faire un langage Turing complet qu'un langage qui n'est pas Turing complet, en règle générale. Et si les gens s'étaient dit on va plutôt faire des DSL pour exprimer des contrats financiers, il est probable que les gens écriraient plus de smart contracts. Et donc généralement, un smart contract, c'est une collection de fonctions pures qui prendra toujours en argument la personne qui va déclencher cette fonction, l'état du storage courant, et on renverra le storage modifié et les opérations à propager. Et donc là, dans le monde de la blockchain a quand même été un monde qui a été étroitement lié avec le monde de l'industrie et le monde des designers de langage. Je pense que c'est pas pour rien que OCaml a été choisi pour implémenter Tezos, puisque OCaml pendant très longtemps n'était présenté que comme un langage qui servait à faire d'autres langages, ou à inspirer d'autres langages en termes de fonctionnalité. Et donc des gens qui designent des langages, en général, ils aiment bien imaginer plein de features qui sont très très amusantes. Par exemple, comment on abstrait des effets. Et donc beaucoup de gens disent dans une blockchain, il faudrait un gestionnaire d'effets. Mais comme toutes les fonctions sont pures, ça n'a aucun sens. Et quand je dis ça, les gens disent non, mais vous aviez, voyons, une transaction, la propagation d'une transaction, c'est pas pur, c'est un effet de bord, sauf que j'ai dit qu'on renvoyait les opérations à propager et l'état du storage. Donc on modifie rien du tout, on a vraiment une fonction pure. Et là, il y a une nuance qui est intéressante. Alors je ne sais pas si des gens sont familiers avec la programmation fonctionnelle statiquement typée qui abstrait les effets, mais en règle générale, un smart contract ne produit pas de calcul à effet, il produit des calculs à co-effet.
Et donc en fait, c'est la dépendance d'une chose qui va être valide et pas du tout sa propagation. Et donc un smart contract, en fait, c'est très très bête. Donc je pense qu'une analogie qui fonctionne assez bien, c'est une fonction serverless, genre comme une lambda, parce qu'il y a un nom assez nul lambda, puisque les lambdas de Amazon ne sont pas du tout des lambdas, mais ça, voilà. Avoir un meetup qui s'appelle Lambda Nantes, à l'ère du serverless, c'est un enfer, parce qu'on a beaucoup de propositions de conférences sur Amazon. Mais donc c'est un genre de fonction serverless qui permet d'écrire des microservices financiers. Et je pense que c'est une définition qui fonctionne assez bien, et qui nous amène à une nouvelle conclusion, une pré-conclusion, qui sont que, en fait, on peut décrire énormément de problématiques qui sont associées au développement back-end classique. Donc, je pourrais parfaitement considérer que l'intégralité de mon application vit dans le storage d'un smart contract. Pour des raisons financières, ce ne serait pas très pertinent. Et puis en plus, comme j'ai dit qu'on avait qu'un second de finalité, ça peut être encore plus problématique. Mais si j'étais ambitieux et que j'avais envie de montrer que l'important c'est l'absolue décentralisation, eh bien, je pourrais parfaitement stocker tout dans un smart contract. Et ce qui nous amène à une conclusion, c'est encore une conclusion. Je suis vraiment nul, désolé. Donc globalement, la période de finalité, elle est complètement solutionnée par des méthodes de scaling de blockchain. On en a eu plein au cours de ces 5 dernières années. Il y avait l'utilisation de sidechain, l'utilisation de state channel. Moi, je retiendrai essentiellement l'implémentation de Layer 2, qui consiste à déléguer en dehors de la chaîne du calcul qui a une période de finalité beaucoup plus courte. Et puis après, on peut juste claim le fait que l'état de la chaîne est cohérent avec un hash et mettre en place des stratégies de réfutation. Donc on a l'approche par zero knowledge, où on va faire de la magie cryptographique pour garantir que tout est correct, ou alors demander aux utilisateurs de participer avec des jeux de réfutation interactifs. J'ai mis 2 exemples, donc Arbitrum, qui est l'implémentation Ethereum, qui fonctionne que dans des smart contracts pour réussir à scaler le nombre de transactions, et Smart Rollup, qui est la nouvelle fonctionnalité sortie dans Tezos, qui permet d'exécuter des kernels Rust qui peuvent exécuter du WebAssembly avec un jeu de réfutation interactif. C'est très très brillant. Après, ça implique d'écrire du Rust malheureusement, mais si ça permet d'exécuter du WASM, c'est qu'on peut a priori exécuter n'importe quel langage qui supporte WebAssembly. Ce qui nous arrive, je l'espère, cette fois-ci réellement à une vraie conclusion. Voilà, l'adjectif smart d'un smart contract est complètement stupide parce que ça n'a absolument rien d'intelligent. C'est une machine à état qui est complètement déterministe et qui ne fait vraiment rien de plus que ce qu'on lui demande de faire. Le développement de smart contracts, ça ouvre un pan dans l'industrie qui est assez amusant parce que on a l'habitude d'utiliser des logiciels dont on ne comprend absolument pas le fonctionnement ou qu'on n'essaye même pas d'auditer. Par exemple, un Mac ou Google Slide. Par contre, quand ils manipulent des assets financiers et qui sont développés par... D'habitude, je fais confiance à ma banque. Pas pour être efficace, pas pour être ergonomique, mais je leur fais confiance pour garantir l'intégrité de mon argent, parce qu'ils sont protégés par des lois et par des ratios qui font qu'ils vont globalement faire ce que je leur demande. Si jamais, il y a moi, Xavier, voilà, j'ai 33 ans, j'ai bu un peu d'alcool, j'ai fait une petite application avec un smart contract, je l'ai écrit n'importe comment. Les gens vont me dire, mais le code est on-chain, on peut le vérifier. En général, le code bas niveau d'une blockchain, c'est un truc illisible. Donc c'est un peu comme si vous pouvez auditer de l'assembleur. Je ne sais pas si les gens le feront. Mais ça, pour moi, ça indique quand même le fait qu'avoir de l'audit de smart contract, c'est un point qui est extrêmement intéressant parce qu'on fait confiance pour des assets financiers à des développeurs qui peuvent potentiellement être faillis. Et c'est pour ça que ça ouvre tout un pan sur l'exploitation des méthodes formelles dans le monde des smart contracts, sur comment est-ce qu'on peut avoir des preuves formelles qui sont pondérées par le hash d'un smart contract pour garantir que c'est bel et bien le smart contract qui a été prouvé, et pour dire, voilà, je fais confiance entièrement à ce smart contract parce qu'il a été conçu tel que je l'attendais. Donc ça en est globalement fini avec les smart contracts. Oui, non, je me répète. En général, dans les langages smart contract, on a les abstractions suffisantes pour décrire donc les piliers des DApp qui permettent d'exprimer de la finance décentralisée ou des NFT. Je sais que les gens ont souvent une vision négative des NFT, mais dans l'absolu, un NFT, en fait, c'est trop cool. C'est littéralement un droit de propriété dans un contexte donné qui permet de faire des API multiprotocoles. Ce qu'une API classique ne permet pas de faire, puisqu'on dépend toujours de ce pourquoi la personne a pensé son application. Là, on peut juste acter le fait que quelqu'un détient quelque chose. Et si, par exemple, je décide de faire un jeu vidéo dans lequel les gens peuvent avoir une arme qui est très très forte, je peux faire un autre jeu vidéo qui va exploiter la propriété de cette arme pour la transformer en quelque chose de ridicule. Et donc c'est hyper marrant. Enfin, je trouve que ça crée des diversités d'originalité qu'on peut faire dans la conception. J'ai donné le jeu vidéo, mais ça peut être d'autres applications. Donc le NFT est pour moi un point intéressant quand on enlève le côté spéculatif et les têtes de singe affreuses. Alors, un autre argument qui arrive très très souvent, c'est, en tout cas moi je l'ai souvent entendu, c'est moi j'ai pas de problème avec la blockchain, je trouve que l'idée elle est plutôt bonne. Par contre les crypto-monnaies ça me pose problème. Et je sais que je connais au moins une personne qui le dit, puisque moi je l'ai dit avant de travailler dans la blockchain.
je me dis, au fait, pourquoi est-ce qu'on s'embête avec ce vecteur de spéculation alors qu'on pourrait juste avoir des blockchains. Et puis j'ai mûri. Donc, en gros, ouais, le côté infrastructure est cool. Hein. Le fait de pouvoir exécuter des programmes remote qui sont validés par l'ensemble du réseau, c'est plutôt chouette. Donc, pas de souci de spéculation. Mais en fait, il y a une raison qui nécessite la présence d'assets financiers, c'est encourager la tenue d'un réseau. Très souvent, en fait, quand on demande à des acteurs de participer, il n'y a pas de raison que la chose soit permanente puisque les gens n'ont aucun intérêt à le faire. Alors, on peut toujours fantasmer en disant, idéologiquement, les gens le feront parce que les gens ont une belle idéologie. Mais dans la vérité, il y a un moment où on me demande de consommer de l'électricité pour maintenir un réseau que je n'utilise plus, par exemple, ça n'a pas d'intérêt. Et en fait, c'est littéralement une application stricto sensu de la théorie des jeux. On pondère le risque et la récompense, et on se rend compte que si on rémunère les gens qui maintiennent un réseau, ça vaut le coup de maintenir le réseau, et si on ne les rémunère pas, on aura peut-être quelques white hats qui diront il faut renverser le monde, être anarchiste et vivre sur un bateau, mais que dans la pratique, les gens ne maintiendront pas le réseau. Alors, j'ai un contre-exemple à ça que beaucoup de gens m'ont donné, c'est Mastodon. Mastodon, donc, qui n'est pas décentralisé mais qui est fédéré, et on a vu plein de gens qui maintiennent des instances Mastodon, a priori sans rémunération, certains le sont mais d'autres ne le sont pas. Il y a quand même des garanties qui sont très différentes. La première, c'est que si je maintiens le réseau d'une blockchain, par exemple Tezos, je garantis une chose, c'est que je ne vais pas censurer le réseau. Alors, le terme censure, il est compliqué parce qu'on peut croire que c'est censurer les propos des gens, etc. Non, parce que sinon on pourrait se retrouver dans un no man's land à certains réseaux sociaux américains, territoire de l'extrême droite infâme, sans aucun, voilà. Non, on parle vraiment de censurer des transactions, chose que des systèmes centralisés classiques peuvent faire et font d'ailleurs. Dans le cas de Mastodon, la personne est rémunérée avec une chose, c'est un droit de modération absolu et le droit de regarder les messages privés, par exemple. On part tous du principe que c'est pas dramatique, mais je suis intimement convaincu que le fait de restreindre la ligne éditoriale d'un réseau, de pouvoir choisir qui peut nous rejoindre ou qui peut ne pas nous rejoindre, c'est une forme de rémunération. Et donc ça, c'est une des grosses différences entre la décentralisation et la fédération. C'est que dans le cas de Mastodon, les gens ont une forme de rémunération qui n'est pas financière, mais qui les motive à maintenir le réseau. Après, j'espère de tout cœur que les gens qui ont des instances Mastodon le font aussi parce qu'ils voulaient avoir une alternative à Twitter, et que de tous les clients qui existent, même si celui de Mastodon n'est pas très beau, c'est le seul qui fonctionne correctement. Parce que quand on voit Twitter ou une notification, il faut actualiser, c'est un enfer. Et donc, en gros, le fait qu'on rajoute des cryptoactifs et qu'on ait besoin de manipuler des assets financiers, ça amène l'exploitation d'approches cryptographiques avancées. Alors, c'est à prendre avec des grosses pincettes, parce que pendant très longtemps, on ne dépassait pas juste le stade du hash. Quand on commence à faire des choses qui sont zéro knowledge, là, on a des courbes elliptiques à l'emporte-pièce, ça devient très très compliqué. Mais ça a eu une incidence qui est assez cool. Ouais, j'ai un indice, hein. C'est pour ça qu'on parle de crypto-monnaie. On va voir comment ça s'applique au web. Alors au début, il y a eu le web 1. Alors, le web 1, il est transactionnel. Au début, j'étais parti sur faire une frise très très précise, mais j'ai vu que c'était très dur d'avoir une source fiable de ce qu'était le web 1, le web 2 et puis le web 3. Donc je vais donner un avis qui est extrêmement personnel. Les pages sont statiques. Et le terme canonique du web 1, c'est consulter. On dit souvent le web 1, on consulte. Puis après, on a le web 2. Alors j'ai mis 2.0. Parce que à la base, on parlait pas de web 1, on parlait de web. Puis on a commencé à parler de web 2.0. Il me semble que le site internet qui a vraiment propulsé cet aspect-là, c'était un site qui s'appelait Dig et qui permet de voter pour des news. Et c'était un peu, genre, ça y est, qui définissait l'ordre d'affichage des news. C'était un peu l'ancêtre de Reddit. Donc le web 1, alors on prétend qu'il est temps réel. J'ai mis entre guillemets, parce que c'est temps réel dans le web, ça veut dire beaucoup de choses. Les pages sont dynamiques, en tout cas deviennent dynamiques. Alors une fois de plus, le dynamisme, qu'est-ce que ça veut dire, parce que pour moi, le fait de mettre un curseur qui suit la souris sur une page statique, c'est du dynamisme aussi. Et en général, l'action canonique du Web 2, c'est interagir. Et donc on a de très beaux exemples comme Wikipédia, etc. Et alors j'ai mis avec une esthétique particulière parce que pour les gens qui ont commencé à faire des applications web en 2000, il y a clairement eu une transition. À un moment, on s'est dit qu'en fait le web c'était très bien si on faisait des petits effets aqua un peu partout, qu'on utilisait Photoshop, des dégradés, et qu'on faisait des applications qui étaient encore plus lourdes. Ce qui montre bien que en fait la notion d'interaction est complètement factice. Et que dire des applications qui permettaient d'interagir et qui pourtant n'avaient pas le look de ce qu'on appelait des applications web 2. Et là il y a un nouveau terme qui est arrivé, parce qu'on pouvait déjà avec du CGI et puis même avec les dinosaures des applications web, on pouvait déjà interagir de manière dynamique avec une page, et on appelait ça le web 1.5. Donc, ce qui montre quand même que les appellations
Web 1, Web 2, Web 1.5, ben, voilà, c'est un peu marketing. Et donc, est-ce que le web actuel, on est censé toujours être dans le web 2, ben, est-ce qu'il ressemble au web qu'on a commencé à drafter comme le web 2? Ben non, parce qu'en fait, il y a eu énormément de changements. Déjà, on a eu du multi-device. On s'est mis à consulter Internet sur de plus en plus de moniteurs. Qu'on a commencé à intégrer, enfin l'Ajax a été compris à partir de ce moment-là, donc on a fait des applications qui étaient de plus en plus temps réel. Entre-temps, on a éradiqué Flash et on a remplacé Flash par JavaScript. Et donc, est-ce qu'on peut considérer que maintenant on est dans le web 2.5? Et je pense que ça a autant de sens que parler du web 1.5 à une époque, et ce qui indique donc globalement que tout ça c'est du marketing. Vraiment, un peu la manière de la 3, 4 et 5G. Je veux dire, je ne suis pas du tout un expert en réseau téléphonique et système de, enfin, système de XG, mais j'ai l'intuition que les infrastructures évoluent tout le temps. Et c'est un peu comme le web qui évolue tout le temps. Et c'est juste qu'à un moment, ben, on recrée un peu d'intérêt pour les choses en disant, ben, maintenant, hop là, on a une nouvelle itération. Et on considère que tout ce qu'il y avait avant, ben, ça fait partie du passé. On cherry-pick quelques petits points de ce point de vue pour dire, non mais ça c'est quand même très web 2, hein. Il y avait des gens qui étaient un peu, qui anticipaient tout ça. Mais donc c'est globalement, pour moi, du marketing. Vers le web 3, ben, c'est du marketing aussi. Fin. Je rigole. C'est une blague. Donc en fait, quand je dis dans sa campagne actuelle, ou en tout cas dans la manière dont on présente le Web3 actuellement, je pense que c'est vraiment du marketing. Et ça s'explique pour une raison simple, ben, c'est que elle est super floue, la description du Web3. Si jamais, j'ai regardé quand même beaucoup de vidéos dans le train pour essayer de comprendre ce que j'ai fait le malin, j'ai proposé un truc en me disant, moi je connais un peu les blockchains, ça va être rigolo. Mais quand j'ai essayé de trouver une définition précise du Web3, ben, c'était très compliqué. Alors il y a souvent quelques petits trucs qui reviennent en avant. On parle de finances décentralisées, de métaverse, de NFT, et on propose comme action canonique la notion de possession. Alors la DeFi, le métaverse et les NFT, c'est vraiment sujet à moquerie permanente, mais je pense qu'il ne faut pas trop les parodier non plus, parce que les NFT, on en a parlé effectivement, quand on voit des dégénérescences des NFT, et c'est souvent la preuve qu'une technologie est en train de prendre, on montre d'abord pourquoi elle est horrible, eh ben, il y a quand même des cas d'usage spécifiques. Et alors le métaverse, mon opinion, a beaucoup changé avec le temps, parce que ben, moi j'ai jamais été très MMORPG, parce qu'à l'âge où j'avais accès à Internet qui me permettait d'aller sur des MMORPG, ben, je préfère aller boire des bières. Et donc j'étais pas trop univers virtuel, et puis peut-être que j'aime pas trop les interactions sociales aussi. Peut être un problème, mais ça reste quand même un sujet d'intérêt qui date depuis bien avant l'avènement des crypto-monnaies. Je pense qu'il y a un exemple qui est fascinant, mais déjà l'engouement qu'il y a eu pour les multi-user dungeons, où des gens se retrouvaient dans des donjons ASCII incroyables. Puis après, il y a l'entreprise Cryo Network, c'est ça, qui a beaucoup travaillé sur des jeux vidéo. Cryo Interactive, exactement, merci beaucoup. Qui avait travaillé sur, qui avait l'ambition de créer une ville virtuelle complète, et qui avait même créé un langage de programmation qui s'appelle Skull. Et Skull, c'est un langage de programmation orienté monde 3D. C'est quand même génial. C'est un langage qui est très inspiré par les langages de la famille ML. Donc on déclare des variables avec let. Le langage n'est plus maintenu maintenant, mais l'objectif, c'était vraiment de créer des mondes 3D. Et ce qui leur a posé problème, ben, c'était pas du tout le réseau, c'était pas du tout les graphismes, parce qu'à l'époque, on se contentait quand même de peu sur un browser web. C'était la construction d'un modèle économique. Plus tard, on a Second Life qui est arrivé. Et Second Life ben, a introduit un modèle économique en permettant aux gens de rentrer de l'argent, mais de ne jamais le sortir. Ce qui est une solution aussi. Et puis maintenant, on a une sorte de fantasme pour les open world. Les gens commencent à adorer des jeux qui sont tous de plus en plus impressionnants. Donc ça montre qu'effectivement, le métavers, quand on le présente en disant, vous avez vu, vous pouvez avoir un avatar horrible dans des mondes qui laguent avec des architectures affreuses, eh ben, ça n'a pas l'air très glamour, sauf que ça intéresse les gens depuis extrêmement longtemps. Donc c'est pas si parodique que ça non plus. Et la finance décentralisée, ben, ça a été le vecteur d'énormément de levées de fonds, de possibilités de financement. Moi, je trouve que ça a déjà permis de financer le développement de Camel, donc pour moi, c'est une réussite. Mais il y a plein d'autres projets qui ont quand même réussi à évoluer grâce à ça. Mais donc, quels sont les idiomes qu'on peut extraire de cette notion de Web3 donc pour moi, les deux points qui sont essentiels et qui ne sont pas liés à ce que j'ai expliqué avant, qui sont plus des idiomes, mais qui découlent de la présence de NFT, de possibilités de métaverse, etc., c'est la décentralisation et la notion de signature et d'identité. Et alors, un dernier point qui est plus, moi j'aime bien le fait d'utiliser un langage qui permet de manipuler des choses de premier ordre. Donc j'aime bien les langages de programmation fonctionnelle parce qu'on peut manipuler des valeurs de premier ordre. J'aime bien les langages à type dépendant parce qu'on peut manipuler des types comme des valeurs de premier ordre. Et dans une application qui utilise de la finance centralisée, donc une blockchain, eh ben on peut manipuler de la monnaie comme une valeur de premier ordre. Alors
là, plein de gens vont me dire, on le fait déjà depuis très longtemps avec Stripe. Il y a quand même des frais sur Stripe qui sont assez... Enfin, on peut pas faire une transaction qui est inférieure à 1 dollar si on sait pas rentable du tout. Les gens vont me dire, Ethereum aussi c'est compliqué parce qu'on a des frais de gaz, etc. Et là, ça montre un des gros points faibles de la crypto-monnaie en règle générale, hein, c'est que au plus elle est utilisée, au plus son cours monte, au plus son gaz augmente, au moins les gens ont envie de s'en servir. Donc les gens vont dire, on peut faire des stablecoins qui indexent correctement des valeurs et qui restent plus ou moins stables, sauf que ça ne change rien au prix du gaz. Donc en fait, on devrait espérer que les blockchains ne prennent pas trop. Et donc, une blockchain avec un jeton à 0,6 $, c'est plutôt pas mal. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et donc, Tezos, c'est pour l'avenir. Et donc, là, on arrive dans cette partie, justement, où je vais un peu donner une opinion qui est très personnelle sur le web. Mais c'est que dans le web 2, on a vraiment des sortes de prédateurs qui sont arrivés et qui ont complètement changé les règles du jeu en offrant des services qui sont assez cool. Mes slides sont avec Google, j'ai une adresse Gmail depuis très très longtemps. Ils sont des grands acteurs centralisés, ce qui engendrait quand même quelques problèmes. Donc la donnée, j'ai mis un S à la donnée. Les données sont devenues des valeurs monétisables. Il y a un très bel exemple, c'est le film Derrière nos écrans de fumée, qui en parle très très bien et qui a le bon goût d'être diffusé sur Netflix, qui fait une exploitation assez excessive de nos données. Alors il y a justement les choix biaisés par des moteurs de recommandation. On pourrait se dire, moi j'aime bien qu'on me recommande le produit idéal, mais quand on décide de changer mes goûts pour les altérer en fonction de ce que les gens auraient potentiellement envie de voir et de ce qui rapporte le plus d'argent, moi je trouve ça assez nul. Surtout Spotify, Netflix. On m'a mis récemment Jurassic Park dans chef-d'œuvre méconnu sur Netflix, qui prouve quand même que c'est des systèmes statistiques qui sont complètement fucked. La centralisation des services, qui est aussi un problème en termes de gouvernance de données et en termes d'exploitation publicitaire. Et la normalisation du web. Et ça, pour moi, il y a un site qui le montre extrêmement bien, c'est le site Medium. Je trouve ça extraordinaire que beaucoup de développeurs se soient dit Medium, ça semble être une plateforme adéquate pour diffuser du code, enfin pour écrire des articles sur la technique, alors que on peut pas mettre de code, qu'on a une pop-up qui arrive et qui dit pardon pour l'interruption, qu'on peut pas historiser nos articles, etc. Puis maintenant, Medium, c'est un service que je trouve absolument infâme, mais qu'il était dès le début. Et cette normalisation du web, elle est triste. Les gens avant sur GeoCity, on avait des sites qui étaient marrants, maintenant ils se ressemblent tous, ils sont flats, c'est nul. Et dans le cas de l'exemple de Facebook, hein, c'est la propagation de fake news à des fins commerciales. On l'a vu, et Facebook ne s'en est même pas caché. Hein. Oui, on a diffusé des fake news, mais on ne vérifie pas le contenu que notre partenaire publicitaire diffuse. Ce qui est quand même assez incroyable quand on y pense. Et là, on arrive quand même à une ère où le deepfake devient extrêmement crédible. Il y a 5 ans, c'était rigolo parce que la tête ne matchait pas très très bien. Mais l'autre jour, j'ai vu Emmanuel Macron qui faisait des choses incroyables sur Internet uniquement grâce au deepfake. Et donc, certaines personnes ont le mérite de mettre que c'est du deepfake, mais un jour, ce sera très compliqué. Et il faudra être capable de se remettre en question et de se dire, est-ce que ce que je suis en train de regarder est vrai ? Mais il y a quand même une prise de conscience. Hein. Les gens, quand Twitter a été racheté par Elon Musk, les gens ont fui Twitter et ont tenté Mastodon. C'est pas tout à fait la même expérience utilisateur, mais il y a quand même eu une tentative. Donc voilà, on tend naturellement vers des solutions qui sont moins centralisées, parce que même Blue Sky, hein, c'est une solution qui est fédérée. Mastodon sont des solutions qui sont fédérées, donc c'est assez cool qu'on ait une prise de conscience. Je parle un peu plus vite parce que je suis à la bourre, je pensais que j'allais pas tenir. Hein. Alors là, j'ai quand même un exemple sur la propagation de fausses sources d'informations et de vidéos. C'est qu'en fait, admettons que, alors je donne l'exemple d'une blockchain, il est possible qu'une instance centralisée neutre puisse le faire, mais la neutralité est plus dure à avoir dans un système centralisé. C'est on peut juste signer l'émission de vidéo. Le jour où n'importe quelle vidéo du président de la République est estampillée comme étant diffusée par cette personne, déjà on a une garantie, c'est qu'on a une signature numérique. En plus, il ne peut pas se rétracter, donc c'est déjà bien. Et alors ça ne résout pas tous les problèmes liés à l'exploitation d'images et la fausse image, mais par contre, on peut certifier la source de certaines choses. Et donc ça réincite sur l'importance de signer des documents. Et puis après, on peut aussi mettre en place des protocoles économiques pour le fact-checking. Donc la signature des données, c'est une popularisation de PGP des années après. PGP, ça existe depuis super longtemps, et peu de gens s'en servaient. Et puis un jour, parce que des crypto-bros avaient de l'argent sur leur wallet, ils se sont mis à garder des signatures privées et à signer correctement des informations. Et l'autre point, il y avait un projet qui s'appelait Captain Fact à un moment, qui faisait du fact-checking d'un point de vue collaboratif. Les gens le faisaient parce qu'ils avaient envie de détenir la vérité et de prouver la vérité, mais si en plus on peut les rémunérer économiquement, ça vaut le coup. Donc pour moi, le Web3, c'est un regard d'intérêt sur la décentralisation et ou la fédération. Alors toujours la manipulation de monnaie comme valeur de premier ordre, ce qui permet de concevoir des protocoles économiques, parce que j'en ai un peu parlé, la relation est peut-être dure à faire, mais à partir du moment où on peut staker des choses et donc générer du revenu, ça veut dire qu'on peut partager ce revenu aussi. Et donc décider qu'on demande à les gens de vérifier la source de certaines choses, en fait,
on pourrait littéralement rémunérer Wikipédia avec des protocoles économiques qui sont correctement pensés. Et puis après, la mise en place d'un véritable multiprotocole, puisque ben, n'importe quelle représentation d'assets, qu'elle soit NFT ou autre, hein, eh ben, c'est une information qui est complètement agnostique de la plateforme qui va la consommer. Et donc ça veut dire qu'on peut parfaitement faire communiquer des objets entre différents, ben, de manière complètement multiprotocole, entre différents types d'applications complètement exogènes. Et puis ça recrée un véritable intérêt pour la signature numérique, qui est selon moi un point extrêmement important. Ouais, ça suffit de s'y intéresser. Donc pour moi, ça montre que je trouve que le Web3 n'est pas spécialement si spéculatif friendly que ça, et qu'on a vraiment des considérations qui sont intéressantes, et on voit des organismes de presse qui sont en train de s'y intéresser de plus en plus en renouvelant la notion d'identité sur Mastodon ou en intégrant justement des principes de signature par le wallet dans des journaux comme Le Monde par exemple. Et alors, je vais terminer, c'est parfait parce qu'il me reste 10 minutes, avec un petit use case rigolo donc d'une organisation décentralisée. Donc les DAO, c'est pour moi un des points que je trouve les plus amusants à théoriser encore maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait participer des gens à de la prise de décision en les rémunérant ou en leur prenant de l'argent d'un point de vue systémique. Dit comme ça a l'air affreux, mais c'est très rigolo et j'espère que vous aurez envie d'en faire aussi. Donc j'ai mis en rouge le rigolo parce que c'était une des raisons de s'y intéresser aussi, et je maintiens qu'il faut que les choses soient rigolotes. Et moi, voilà, les DAO, c'est le sujet qui m'amuse le plus dans le Web3. Donc, en 2022, on avait un Slack commun qui s'appelait l'ILFP. C'était très drôle parce qu'il n'y avait personne de l'île dessus. Et en fait, on était exaspérés par Slack, hein, parce que Slack, le pricing est complètement prohibitif pour un groupe qui n'est pas rentable, qui pourrait être intéressant si chacun payait ses 6 € par mois, ce qui serait possible avec une blockchain et des smart contracts, mais le use case était un peu trop long à expliquer. Et donc, on a essayé de faire un forum, comme en 2006. Donc, on l'a évidemment écrit en camel. Hein. Et alors, il y avait une question. Alors, il n'était pas question de blockchain, parce que même si je suis très très amusé et excité par le Web3, j'ai beaucoup d'amis qui n'en ont rien à faire. Et à force de leur en parler tous les jours, ils en ont encore plus. Maintenant, ils détestent. Ils ont rejoint le côté des autres. Et donc la question, c'est comment on motive des gens à contribuer au code et à contribuer aux conversations. Alors très souvent, la contribution au code, c'est assez facile. Hein, on est tous développeurs, donc on aime bien programmer. Et par contre, les conversations, c'est plus compliqué. Et on s'est rendu compte que parfois, des questions très nulles peuvent générer des réponses extraordinaires. Et parfois, des questions très très bonnes génèrent aussi des conversations extrêmement bonnes. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on pourrait rémunérer des gens? Oh, la pression. Donc voilà, donc rémunérer les questions-réponses. Et si on décide de mettre ça en place, c'est facile à faire avec une blockchain. Hein, on sait comment faire des transactions. Comment est-ce qu'on permet de ne pas exclure les gens qui n'ont pas de wallet? Et donc là, en fait, donc je vais. Il y a beaucoup de texte, hein, parce que là, j'arrive à la fin de ma présentation et j'étais à la bourre pour faire mes slides, donc j'étais un peu moins appliqué. Et donc on admet qu'on a une conversation et qu'on peut faire un don à la question ou à la réponse. Et donc un don est envoyé au smart contract. Alors plutôt que de l'envoyer directement à l'utilisateur qui a posté la question, là on impose le fait d'avoir un wallet. Donc on le met dans un smart contract qui maintient une paire d'identifiant du forum et une adresse optionnelle. Et une table qui maintient les dons. Donc on a l'utilisateur X qui a fait un don à l'utilisateur Y. Donc là déjà ça. Ensuite, on considère que pour réclamer ces fonds, pour récupérer cet argent, il fallait le demander. On doit le demander. Ça, c'est un double côté positif, c'est qu'on a, dans le prototype qu'on a développé et qu'on n'a pas déployé publiquement, mais qu'on utilise pour expérimenter, on a vu que les gens ne récupèrent pas leur argent en règle générale, ce qui est plutôt très bien. Et pour pouvoir claim de l'argent, il faut avoir pairé son identifiant local avec son adresse, et ça peut se faire avec un système de chiffrement qui est chiffré côté application et côté blockchain, côté smart contract, ce qui montre qu'on peut tout à fait faire le Web 3 de la même manière que le Web 2 était une construction par au-dessus du Web 1, le Web 3 peut parfaitement être une construction par au-dessus du Web 2 et qu'on n'est pas obligé de tout décentraliser et qu'on peut continuer à avoir des applications serveurs classiques qui vont se contenter de déléguer à des blockchains certains fragments dits décentralisés. Donc là, on a résolu plein de problèmes. Maintenant, admettons par exemple que j'ai une connaissance qui est vraiment anti-blockchain et il a 25 thèses parce qu'il a répondu intelligemment à plein de questions, mais comment on peut lui permettre lui aussi de participer? Et c'est là où l'aspect DAO arrive, il peut soumettre une opération que quelqu'un va inclure dans la chaîne en la signant correctement côté application et en la validant côté utilisateur. Et là, cette personne, modulo certains frais, parce que c'est quand même bien de payer une commission, parce qu'il faut couvrir les frais de gaz, etc., puis il faut motiver la personne à créer un wallet et utiliser une blockchain, peut quand même dire, voilà, moi, par exemple, j'ai X thèses, je sais que je les ai puisqu'un smart contract me le prouve, et donc je demande que quelqu'un les utilise pour rémunérer cette personne pour cette question, et ça s'automatise assez bien dans une application, et donc on résout plein de problèmes, hein, si on permet à un utilisateur non pairé de recevoir des dons, sans wallet ou adresse,
Le fait qu'il soit stocké sur le smart contract, mais ça permet au contrat de staker les fonds et donc potentiellement de générer du revenu qui peut potentiellement payer les coûts d'infrastructure. On n'y est pas encore, mais ça pourrait être le cas. Et le fait de pouvoir suggérer des opérations, mais ça permet à des gens qui n'ont pas de wallet d'utiliser des fonds, ce qui permet par exemple de financer le développement et conseiller qu'on a des tickets en disant voilà, j'aimerais bien qu'on forme soit paginé, parce qu'on ne pagine pas les messages. Est-ce que quelqu'un va implémenter ça? Et moi je lui donne 10 thèses, quelqu'un dit moi j'en aurais 15, etc. Et ça permet à des gens qui n'ont pas de wallet de quand même contribuer à ça. C'est à peu près tout pour... il y a des subtilités qui sont liées... à partir du moment où on détient l'argent de quelqu'un, on a quelques subtilités légales. Donc on a des techniques qui nous permettent de tricher. Là j'ai fait un copier-coller de trop. Et donc pour conclure, donc, le Web 3 est une appellation marketing comme le Web, exactement comme le Web 2. Mais est-ce que c'est grave? Je pense pas. Et alors, je pense que les blockchains ne propulseront probablement pas la prochaine itération du Web. Parce que la hype est en train de tomber et que j'ai du mal à imaginer des gens se dire si, tout compte fait, je vais mettre tout mon argent dans des cours d'actionnariat qui se cassent la figure. Mais par contre, elles rendent viables certains points qui sont extrêmement importants. Et donc pour moi, c'est décentralisation, signature et manipulation d'objets financiers, qui sont les points amusants et qui seront peut-être la base de cette prochaine réelle itération du Web. Et je pense que s'intéresser au blockchain maintenant, c'est garantir qu'on s'intéresse à ce qui teintera le futur du Web. De la même manière que les programmeurs qui faisaient du camel en 2000 ont très très facilement compris les mutations fonctionnelles des langages qui sont devenues invasives dans tous les langages. Je pense que dans le cas du Web, ce sera un peu pareil. Merci beaucoup. C'est un sujet qui était dur à synthétiser. Je suis ravi d'en parler après et probablement pas dans le métaverse. Merci beaucoup.